Génial. Eh bien, messieurs, dames, c'est à ce moment-là qu'on vous demanderait bien humblement d'applaudir le début de ce podcast. Alors, messieurs, dames, le débat est lancé. Mais c'est ça, c'est un concours. Messieurs, bonsoir! Bonsoir à vous! Oui, on est présentement à Conflit de classe avec un merveilleux public qui est avec nous ce soir. On broue pas brouhaha quand même. Ouais, hein? on vous remercie, c'est vraiment très généreux. Là. Vous contribuez vraiment au show. Là. Ça a beaucoup de valeur. On parle d'un sujet qui va être très populaire. On est en période électorale quand même. Hein? C'est quelque chose dont on a quand même jasé beaucoup. La taxe carbone, on parle beaucoup d'environnement. En fait, on parle beaucoup d'environnement, mais c'est pas non plus des mesures qui sont si présentes au niveau des partis. Là. La taxe carbone, c'en est une des seules un peu. Là. Oui, effectivement, ça n'a pas pris... comment dire, ça génère pas beaucoup de commentaires, la crise environnementale. En tout cas, pour le moment, dans la campagne électorale. D'autant plus que, puis justement, tu l'as mentionné, la taxe carbone, ça représente l'élément de base, si on veut, de plusieurs des partis politiques quant à la lutte au changement climatique. C'est probablement une des seules mesures qui est vraiment présente autant au fédéral qu'au provincial. Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de transports en commun qui est amené, beaucoup de choses, mais une vraie mesure concrète là, est très un peu plus radicale. Finalement, la taxe carbone semble être centrale là, tout à dans fait, les plateformes. tout à fait. D'autant plus qu'au niveau environnemental, on sent une problématique qui devient de plus en plus majeure. Secrétaire général de l'ONU qui a d'ailleurs passé en commentaire. Oui, c'est ça. Effectivement, il avait déclaré, je pense qu'il y a une semaine, même pas, qu'il nous restait en fait 2 ans avant de... En fait, pour faire quelque chose, pour vraiment aborder ce problème-là de front. Sinon, on dépassait le moment limite. Là. Il restait 2 ans, sinon c'était trop tard. Donc, on sent que c'est une problématique qui est assez importante, disons-le. Oui, la taxe carbone est-elle la solution à cette problématique environnementale-là? C'est ce qu'on découvrira ce soir. Avant de présenter les intervenants de la soirée, on va peut-être vulgariser un petit peu plus le contenu. Alors, taxe carbone, qu'est-ce qu'on veut dire? Essentiellement, c'est une taxe qui vise, dans le fond, à prélever de l'argent pour les problèmes liés aux gaz à effet de serre et principalement aux émissions de gaz carboniques. Souvent, une taxe, par exemple, la TVQ, la TPS, ça va être taxé en aval, donc le client va finir par payer la taxe. Ici, c'est taxé en amont. Ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est vraiment la production de matériel fossile qui génère des gaz à effet de serre qui, elle, va être taxée. Alors, c'est vraiment les personnes qui sont à la base de la chaîne qui vont être taxées directement. Quand on parle de taxes en général, je pense que ça vaut la peine de peut-être revenir aux bases. Je vais prendre justement le modèle de la TVQ là, pour nous ramener ça. Il y a 2 éléments assez importants à nommer. Donc, il y a l'assiette tout d'abord. Quand on parle d'assiette, c'est vraiment ce qui est taxé. Alors, ce qui est vraiment dans l'assiette de la taxe, là, finalement. Quand on parle de la TVQ, on parle des biens et services. Donc, biens et services au Québec. Il faut savoir également qu'il y a certaines choses qui échappent à ça. Par exemple, certains produits alimentaires de base ne seront pas dans l'assiette de la TVQ, donc ne seront pas taxés. Certains médicaments sous ordonnance également ne font pas partie de cette assiette-là. De la même manière avec la taxe carbone, donc il y a certaines choses qui sont taxées. On parle évidemment des produits qui émettent des gaz à effet de serre, mais au fédéral, selon le plan de Justin Trudeau, ce n'est que 30% de ce qui va être produit en gaz à effet de serre qui va être taxé. Donc 30% seulement de ce qui est fait en production. Exact. Et récemment, ils ont descendu ça donc jusqu'à 20% et 10% même dans certains secteurs. Exact. Donc autrement dit, il y a maintenant 80%, voire 90% des émissions de gaz à effet de serre qui ne seront pas du tout touchées par la taxe. Justin Trudeau, d'ailleurs, distingue ce 80%-là du 90% parfois pour les entreprises qui seraient particulièrement touchées par la concurrence. Ouais. Dans ce contexte-là, ça peut être plus difficile pour elles d'affronter le marché s'il y a une taxe qui concerne 20% de leur émission. C'est pour ça que sur certaines entreprises, en tout cas, la taxe est moindre pour... enfin, c'est ce qu'on avance pour, disons, limiter l'effet de la concurrence. Et on aura l'occasion d'en parler clairement avec les 2 intervenants qui seront là ce soir. C'est souvent des notions d'économie et de marché qui sont mises de l'avant. Parce qu'évidemment, si on impose une taxe carbone, c'est très probable qu'aux États-Unis, ils ne le fassent pas. Et ça se peut très bien qu'il y ait des problèmes de compétitivité dans certains secteurs. On verra bien ce que les intervenants ont à en dire. Donc ça, c'est la première notion, la notion d'assiette. La deuxième notion, c'est le taux. Hein, donc, c'est le pourcentage. Si on revient à l'exemple de la TVQ, alors le pourcentage est de 9,975%. Avec la TPS, on obtient un 15% qu'on connaît tous très bien. Au niveau de la taxe carbone, on a en ce moment, en tout cas selon la mesure du fédéral, 20 $ la tonne d'émissions de CO2 qui serait taxée, jusqu'à 50 $ la tonne de gaz carbonique en 2022. Ça, c'est les mesures ici. Dans plusieurs autres pays, il y a d'autres formes de mesures qui existent, mais donc, évidemment, pour ce qui est du fédéral, c'est la mesure qui était mise en place. Si on parle du Canada, Gabriel, au niveau du Québec, il y a déjà une mesure qui existe en ce moment. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la mesure, la politique du fédéral par rapport à la taxe carbone, elle ne concerne que les provinces qui n'ont pas déjà mis en place un système de taxation du carbone. Ouais.
Nous, au Québec, on en a déjà un qui s'appelle la Bourse du carbone. Qu'est-ce que c'est ça, la Bourse du carbone? C'est le plus grand système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre en Amérique du Nord. C'est vraiment une grosse affaire. Il y a 3 États qui participent à cette bourse de carbone-là. Le Québec, donc, la Californie et l'Ontario. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est que les grands pollueurs, en fait, au Québec, puis les distributeurs de carburant sont soumis à des plafonds d'émissions, si on veut. Et à partir du moment où ils dépassent ces plafonds-là, ils ont l'obligation d'acheter des droits d'émission de gaz à effet de serre, autrement dit des droits de polluer, si on veut, aux entreprises qui sont également dans cette bourse-là, qui n'auraient pas atteint ces plafonds-là, puis donc d'une certaine manière qui auraient encore des droits de carbone, ou au gouvernement local qui ponctuellement en met aux enchères. Ce qu'on veut par là, c'est que les entreprises, à partir du moment où elles sont rendues au seuil de plafond, c'est-à-dire que pour ne pas se rendre à ce plafond-là, on vient à changer leur production pour intégrer leur comportement, pour intégrer des technologies plus vertes. Au niveau des entreprises qui vendent le carburant, au niveau de... Mon Dieu, le terme m'échappe. Des distributeurs de carburant, oui. Dans ce contexte-là, la taxe carbone va se refiler sur le prix de l'essence qui va augmenter. Puis de la même manière, les automobilistes en viendraient peut-être à utiliser moins leur voiture. Bref, c'est la logique derrière ce plan-là. Cette bourse-là, en fait, puisque le Québec l'a, il n'a donc pas à se plier à la taxe carbone du Canada. Donc, évidemment, le Canada fait ça un peu pour instaurer là, que les provinces prennent ça d'assaut. T'as nommé l'Ontario avec l'arrivée de Doug Ford. On sent peut-être qu'il y a des changements qui vont effectivement, arriver. Je mentionnais que dans la bourse carbone, il y a l'Ontario donc qui en fait partie, mais le nouveau premier ministre Doug Ford a indiqué plus tôt cet été qu'il allait s'en retirer. Et donc, qui retombait sous le coup de la loi du gouvernement fédéral, mais il a aussi mentionné qu'il allait contester cette loi-là, tout comme l'Alberta, la Saskatchewan également, au Nouveau-Brunswick, il y a beaucoup de contestations aussi. Et donc, cette taxe-là carbone est vraiment très largement contestée au Canada en ce moment. J'ai même entendu dire que l'entreprise Tesla avait menacé de poursuivre l'Ontario parce qu'ils étaient sur le point de se tasser de la taxe carbone et qu'il y avait beaucoup d'argent qui était collecté là, qui aurait été donné en subvention à l'achat de voitures électriques. Exact. Mais le départ d'ailleurs de l'Ontario de la taxe carbone, de la bourse de carbone au Québec, c'est pas encore fait. Là. Il a indiqué son désir de s'en retirer, mais les choses sont pas faites. Il y a toutes sortes de paramètres légaux qui rentrent dans ça. Mais bon, ça précarise, si on veut, ce système-là. Et je terminerai avec ça. Il faut savoir que la taxe carbone, c'est pas une idée qui est farfelue ou qui sort du chapeau de Justin Trudeau. C'est un système, en fait, qui a plusieurs... il y a beaucoup de pays en Europe, il y a plusieurs, dans le monde qui le font. Là. Qui le font. En fait, il y en a 21. Il y a 21 États à travers le monde qui ont des bourses carbone qui représentent si on fait la somme de leurs économies, qui représentent 50% du PIB mondial, puis un tiers de la population. Donc, c'est vraiment une idée de lutte au changement climatique qui s'est largement diffusée là, à travers le monde. OK. Donc, évidemment, une idée qui fait beaucoup jaser. On aura également 2 intervenants qui vont joindre à nous dans quelques instants pour en parler. Avant, en fait, on aime bien vous présenter quelques commentaires qui ont été dits sur la taxe carbone dans l'actualité. Je vais commencer à l'instant même avec donc Dustin Duncan, ministre de l'Environnement de la Saskatchewan en juin 2018. Le gouvernement fédéral a significativement sous-estimé l'impact économique de sa taxe carbone et surestimé la réduction des gaz à effet de serre. C'est exactement la raison pour laquelle nous n'avons jamais appuyé la taxe et la contestons devant les tribunaux. Doug Ford, premier ministre ontarien, juillet 2018. Les systèmes de plafonnement et d'échange des droits d'émission de gaz à effet de serre ne sont rien de plus que des ponctions fiscales qui ne représentent aucun gain pour l'environnement et privent les contribuables de leur argent. Ils servent avant tout à financer de gros programmes gouvernementaux. Philippe Couillard, premier ministre du Québec en juin 2018, c'est la mesure fondamentale de la lutte contre les changements climatiques. Et finalement, un extrait du rapport de la Commission de l'écofiscalité du Canada en avril 2016. La tarification du carbone est économiquement avantageuse pour les provinces. Elle permet de réduire au plus bas coût les émissions de gaz à effet de serre et contribue aux efforts planétaires visant à prévenir les coûteux impacts du changement climatique. On a quand même beaucoup de gens qui ont parlé de ça en refusant de croire au changement climatique. On n'a pas de négationnistes qui vont être avec nous ce soir, de personnes qui ne croient pas au changement climatique. Oui, non, exact. On a pris la décision de prendre 2 personnes qui avaient des visions différentes sur la taxe carbone en tant que solution à ça. Oui. Alors, messieurs, dames, je pense que c'est l'occasion de les applaudir. Accueillez Johan Desvincent et Gabrielle Laurence Brooke.
Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir. Ouais, bonsoir. On est content de vous avoir avec nous pour ce débat-là qui risque d'être assez virulent. Hein? Vous êtes deux personnes qui êtes environnementalistes quand même, là. On se le cachera pas. Là. En effet. Oui, exact. Parce que c'est ça, on va commencer par toi, Gabriel. En fait, toi, tu prends la position pour, donc c'est ici pour pour les gaz de schiste, pour la taxe carbone. Pas même chose. Alors, On Gabriel, a changé le débat. on vous l'a pas dit, mais on change pour les gaz de schiste à l'instant même. Gabriel, tu as fait un bac en économie à l'Université Laval. Ouais, en effet. Tu entames une maîtrise en sciences des systèmes à l'Université d'Ottawa. Est-ce que c'est ton sujet de maîtrise, la science des systèmes? Exactement, oui. C'est quoi ça, la science des systèmes? Ben, en gros, c'est une méthode de modélisation et souvent de simulation par ordinateur de toute forme de système complexe. OK. Donc, quand on parle d'un système complexe, là, ça peut être un système économique, ça peut être un système environnemental, ça peut être même un système informatique, un système mécanique ou d'ingénierie. Là. Donc, c'est vraiment interdisciplinaire dans sa nature. Puis moi, ce qui m'intéresse vraiment, ben, avec mon background en économie, c'est d'utiliser ça, là, ces techniques-là pour m'intéresser davantage aux interactions entre l'économie et l'environnement. Ben oui, parce qu'un système complexe, c'est aussi, j'imagine, les enjeux climatiques ou du moins l'environnement en lui-même. Il y a beaucoup de données qui peuvent être complexes pour un être humain seul. Ah oui, puis les interactions entre les variables, je veux dire, on a juste à penser aux interactions entre la taille de la population, la croissance économique, l'empreinte écologique. Le climat en lui-même est un système infiniment complexe. Ouais. Donc, oui, en effet. Donc, environnement et économie, c'est deux choses qui t'intéressent beaucoup. Oui. Est-ce que tu vises qu'est-ce que tu vises comme conclusion de cette recherche-là? Peut-être une problématique en particulier? Ou... En fait, un truc qui m'intéresse particulièrement, c'est l'interaction entre les inégalités de richesse puis l'empreinte écologique. Donc, entre autres, là, j'ai déjà écrit un projet de loi pour une simulation parlementaire qui s'intéressait à la décroissance soutenable, mais à travers un revenu universel d'existence, donc un revenu minimum garanti, si tu veux. Donc, c'est comment est-ce que, finalement, en redistribuant plus la richesse, est-ce qu'on pourrait finalement réduire notre empreinte écologique là, en termes absolus. Wow! C'est super intéressant. Alors, on espère que tu publieras ces conclusions-là at large. Quand la thèse sera écrite, avant 2 ans. Avant 2 ans, idéalement. Oui, c'est ça qui nous reste en ce moment. Oui. Je terminerai en disant que tu as été analyste et coordonnateur au ministère de l'Économie. Oui. Tu peux-tu nous parler de ton expérience un peu là-bas? Qu'est-ce que tu faisais là? C'était une expérience typique d'un étudiant dans la fonction publique. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense qu'on arrive avec beaucoup d'a priori quand on arrive dans la fonction publique. Puis il y a certaines choses qu'on se rend compte qui sont partiellement vraies, d'autres choses qui sont moins vraies. Moi, je pense que toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, toutes les personnes que j'ai côtoyées, c'était des personnes qui étaient éminemment là, de très bonne foi là, dans leur travail là, tous les jours. Moi, ça m'a vraiment redonné confiance, là, vraiment, finalement, dans les fonctionnaires qu'on a au Québec. Je pense que c'est vraiment des gens qui sont là pour les bonnes raisons. Ils pourraient avoir des bien meilleurs salaires en travaillant dans le privé. Donc, finalement, c'est des gens qui sont là parce qu'ils ont choisi de servir le public. Mais évidemment, il y a des enjeux d'efficacité. Il y a des enjeux aussi, évidemment, on travaille au service du gouvernement. Donc, quand on n'est pas d'accord avec ce que le gouvernement fait, ben, c'est quand même notre travail de faire ce pourquoi on a été embauché. Ouais. Donc, ouais, des fois, ça va pas toujours être évident de suivre ces... Mais en même temps, on peut toujours... c'est quand même un milieu ouvert d'esprit, c'est-à-dire que moi, je sens que j'ai pu dire ce que je pensais. Est-ce que ça a été pris en compte? Ben, pas vraiment, mais... On espère que ce soir, ça le sera. Oui, c'est ça. Merci, Gabriel, de joindre à nous. Ça fait plaisir, merci pour l'invitation. Ben oui, absolument. On passe à Johan. En fait, toi, tu as été contre la taxe carbone. J'imagine que tu es dans le clan de Doug Ford en ce moment. Non, pas vraiment, non. Mettons qu'on a pas mal de divergences, là, mais on va éclairer ça dans pas long. On a hâte. Il y a bien du monde en place qui sont fâchés contre toi, qui ont hâte de voir qu'est-ce que tu as dit. T'as fait une maîtrise à l'UQAM en sciences politiques. Tu t'intéressais... En fait, t'es à la maîtrise en ce moment? Ouais, c'est ça, je l'avais présentement. Tu t'intéresses à la rupture métabolique. Peux-tu nous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça représente? Ouais, c'est un concept qui est défendu par les éco-socialistes. On comprend que la nature peut être comprise comme un métabolisme naturel, là, qui a des cycles, qui est traversé aussi par des processus, là, puis qui a des règles de reproduction particulières. Dans le fond, ce que cette théorie-là plaide, c'est que la société aussi peut être comprise comme un métabolisme, et dans la société moderne capitaliste, les règles de production et de reproduction sociale sont antagonistes, sont en confrontation ouverte avec les règles de reproduction de la nature. Et je considère personnellement que c'est vraiment une théorie qui est intéressante pour comprendre les enjeux climatiques et environnementaux actuels. Les causes aussi peut-être, les maladies de changer. Exactement. Tu as également été contributeur au tout nouveau projet Éco-Savoir. C'est un nouveau blog là, qui a été lancé il n'y a pas très longtemps. Ouais. Tu veux nous en parler? En fait, c'est un blog qui traite de quoi précisément? Ben, on parle de l'environnement. C'est un projet que j'ai eu avec deux de mes amis qui sont les frères Alexis et Étienne Castonguay-Laplante, où on se donne finalement comme objectif de vulgariser de nombreux enjeux environnementaux. Okay. Parce que c'est des problématiques qui peuvent être assez complexes.
Ouais. et difficile à comprendre. Fait qu'on va pogner des sujets, puis on va essayer de faire ça simple, tu sais, Ouais, absolument. pour que les gens aient une bonne idée de Qu'est-ce qu'il y a? la complexité de la chose. Alors, on vous Ouais. invite à la maison à aller voir Éco-Savoir, donc un tout nouveau blog. On vous souhaite bonne chance pour ça. Donc, merci de t'être rejoint à l'expérience avec Ouais, nous ça ce fait soir plaisir. également. Messieurs, j'espère que vous êtes prêts. On se lance dans le cœur de cet événement de ce soir. Gabriel, tu vas modérer le débat ce soir. Oui, tout à fait. Donc, vous êtes déjà familier avec la structure du débat. Ouais. On a fait un tirage au sort là, au tout début de l'émission. On a convenu que c'était Yoann qui commençait avec un premier 3 minutes d'introduction là, où tu vas avoir la chance de présenter tes idées. Suite auquel tu poursuivras Gabriel. Et ensuite, on va poursuivre dans le débat pour une vingtaine de minutes environ. Et à la fin, vous allez avoir chacun 1 minute de conclusion également. Tu commenceras donc à ce compte-là, Gabriel, et tu termineras, Yoann. Alors voilà. Si, Est-ce que vous me donnez des indications de temps pour le 3 minutes ou comment ça fonctionne? Ouais, si tu Oui, veux, on te laisser, on vous donnera des indications de ok. temps. Libre à vous de les prendre au complet d'ailleurs, ou non, si en tout cas si vous êtes au bout de votre intervention. il y Mais a pas on de reste à la problème. bonne franquette, on va se le dire. Hein? Exact. Alors, messieurs, dames, je pense qu'on peut leur donner une bonne main d'applaudissement quand même. Ils s'apprêtent à faire un débat virulent. Alors, bonne Yoann, tu peux, je t'invite à te lancer dès maintenant. Oui, donc pour comprendre en fait en quoi la taxe carbone, c'est pas vraiment une mesure qui se défend là, pour adresser le problème des changements climatiques. Je pense que c'est important d'observer l'évolution du taux de carbone dans l'atmosphère depuis une longue période de temps, en partant du début de l'Holocène, là, qui est la période qui a pris fin avant 1945, où là c'est l'Anthropocène et l'activité humaine qui devient le principal marqueur géologique. Donc, depuis 12 000 ans, pendant la période de l'Holocène, le taux de carbone a varié là, en particules par million, en taux de ppm. Il est passé de 260 à 285, avec une variation constante pendant 12 000 ans. Dans les 1000 années qui ont précédé l'avènement de l'ère industrielle, la variation de ppm, donc de parties par million de particules de carbone, a été de 5. T'sais. Donc, on voit que c'est vraiment une donnée qui est stable dans le temps. Depuis l'émergence de l'économie capitaliste qui carbure au pétrole, on assiste dorénavant à une augmentation du taux de ppm de 2 par année. Donc, on a complètement dérayé le cycle du carbone. En 2015 ou en 2016, on a dépassé le cap des 400 ppm pour le climatologue James Hansen, qui est une des plus grandes figures là, pour comprendre la situation des changements climatiques. Ça va se traduire éventuellement par une hausse des niveaux de la mer de 25 mètres. Et il propose, pour éviter la catastrophe, une stabilisation du taux de ppm de carbone autour de 350. Donc, l'objectif qu'on a devant nous, c'est pas seulement de mettre en place une économie qui est carbone neutre, mais c'est également de réussir à faire baisser la concentration de carbone dans l'atmosphère d'au moins 60 points. Puis quand on parle de ça, on parle pas non plus de la déstabilisation des cycles d'azote, de l'extinction massive des espèces à laquelle on assiste présentement, de l'acidification des océans, de la surexploitation des terres et de l'eau. Fait, dans le fond, le point que je veux aborder, là, c'est que le problème auquel on est confronté présentement, c'est pas, ça se limite pas à un seul secteur industriel particulier ou à une pratique sociale, comme mettons les pailles en plastique. Là, c'est un ensemble c'est l'ensemble de nos relations sociales, c'est la structure même de nos sociétés, c'est leur logique interne qui est en cause. Fait que dans le fond, moi, j'ai l'impression que la taxe carbone, c'est un peu comme l'arbre qui cache la forêt, ou des politiciens qui sont à la solde des grands intérêts pétroliers puis des grands argentiers de ce monde peuvent là venir se rouler dans de la vertu puis se donner une fausse image écologiste. Puis là-dessus, j'aimerais parler de François Cardinal qui a vraiment publié un éditorial incroyable il y a 2 semaines où on défendait la décision de Justin Trudeau d'acheter un pipeline pour 5 milliards de dollars parce que Trudeau, lui, il est pour la taxe carbone, les conservateurs le sont pas. Fait que l'entièreté de ta politique industrielle et économique peut être en l'encontre de la cause environnementale, mais si t'es pour la taxe carbone, c'est correct, on va te donner une passe-droit. Merci beaucoup, Yoann. On y reviendra certainement. Gabriel. Ben dans le fond, je dois dire que pour l'instant, on s'entend sur
beaucoup de choses. L'urgence d'agir, la gravité de la catastrophe qui s'en vient. Je veux dire, moi, personnellement, je suis convaincu que si on continue comme actuellement, comme les scientifiques du Club de Rome l'ont dit dès 1972, en fait, l'effondrement de la société, de la civilisation mondiale là, pourrait survenir d'ici 2100, possiblement même dès 2050, donc entre 2050 et 2100. Ça, c'est quelque chose, là, moi personnellement, c'est ce pourquoi... c'est ce contre quoi je veux dédier ma vie, finalement. Aussitôt que j'ai pris conscience de ce fait-là, pour moi, c'était clair que c'était l'enjeu de notre génération. Ceci étant dit, quand on s'intéresse à la taxe carbone, ou à la tarification du carbone en général, comme vous l'avez dit dans votre introduction, on a effectivement au Québec une bourse du carbone, ce qui est à peu près l'équivalent, là, sauf quelques détails d'une taxe carbone. On s'intéresse finalement à un outil. C'est un moyen. C'est un moyen qui est insuffisant. C'est-à-dire que la taxe carbone, à elle seule, ne peut pas régler le problème. Mais de dire qu'on devrait s'empêcher de l'utiliser, c'est de s'empêcher d'utiliser un outil qui est efficace et un outil qui fait consensus déjà à l'heure actuelle, donc qu'il est possible de réaliser dans un horizon à court ou à moyen terme parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont d'accord avec ce moyen-là. Donc, de dire qu'on ne devrait pas utiliser ce moyen-là, pour moi, c'est faire fausse route parce que c'est le moyen le plus efficace auquel moi je peux penser pour finalement, et c'est là le but de la taxe carbone, internaliser les externalités environnementales. Et là, on entend beaucoup ça de la bouche des économistes, mais qu'est-ce que ça veut dire en français? L'externalité, là. Les externalités, c'est un concept qui est vraiment super intéressant parce que, en fait, c'est dans l'économie néoclassique, à laquelle je n'adhère pas nécessairement, mais qui est finalement le mode de pensée traditionnel et normal de tous les économistes mainstream, dans cette économie-là, on reconnaît qu'il y a une dysfonction du marché, c'est-à-dire que les États sont... il est légitime pour eux d'intervenir lorsqu'il y a une présence d'externalité. Et une externalité, c'est tout ce qui intervient dans une transaction entre deux agents économiques dont la conséquence ne porte pas sur ces deux agents-là. Et qui n'est pas dans le prix, finalement. Qui n'est pas dans le prix, justement, parce que la conséquence n'est pas portée par eux. Okay. Et ça intervient systématiquement quand il y a un bien public, c'est-à-dire un bien dont on ne peut pas empêcher d'autres personnes d'avoir accès, comme, par exemple, l'atmosphère. Je ne peux pas vous empêcher d'aller rejeter votre pollution dans l'atmosphère. Et donc, internaliser les externalités, ça veut dire d'inclure dans le prix ces externalités-là. Et ça prend nécessairement l'intervention de l'État. Et la taxe carbone permet de se faire de façon efficace en faisant en sorte que là où on peut couper les émissions de gaz à effet de serre, on va le faire en premier dans les endroits où c'est le plus efficace, c'est-à-dire là où un petit investissement fournit un grand résultat. Mais là où je pense qu'il y a un problème en ce moment, c'est que les personnes qui défendent cette taxe-là refusent de voir qu'une vraie taxe carbone bien calculée devrait nécessairement mener à la diminution de l'activité économique, parce que cette diminution-là de l'activité économique est nécessaire pour revenir dans les limites de durabilité de la planète. Merci beaucoup, Gabriel. On reviendra certainement sur cette idée-là de... C'est le fun de réduire l'activité économique. D'accord avec vous deux, en fait. Exact. Mais donc, je lancerai d'abord le débat sur peut-être ce qui constitue le cœur de l'idée, là, mais est-ce que c'est efficace, une taxe carbone, dans la lutte au changement climatique de façon, d'un point de vue extérieur, si on le voulait? Tu tendais à dire que oui, comme un oui malgré tout, donc? C'est-à-dire que pour moi, la taxe carbone, c'est comme le revenu minimum garanti. Ça peut cacher tout et n'importe quoi. C'est un vocable qu'on utilise pour définir une classe de mesures, mais qui peuvent avoir soit aucun effet, ou soit un effet complètement radical et transformateur. La taxe carbone telle que présentée par Justin Trudeau, par exemple. En fait, c'est une question de degré. Je veux dire, c'est modulable, une taxe carbone. Est-ce que c'est une taxe carbone à 20 $ la tonne d'équivalent CO2? Est-ce que c'est une taxe carbone à 50 $? Est-ce que c'est une taxe carbone à plus de 100 $, comme le propose un certain parti politique dans la campagne provinciale actuelle? Non, mais c'est le jour et la nuit entre ces propositions-là. Et donc, la vraie question... à mon avis, je pense théorique, là, c'est quoi le coût marginal privé et social? Quand tu dis le coût marginal privé... Donc, c'est-à-dire que, justement, le concept d'externalité, c'est que quand on fait une transaction, il y a seulement le coût marginal privé puis le bénéfice marginal privé qui sont pris en ligne de compte, c'est-à-dire les effets sur moi de ce que je suis en train d'acheter. Mais le coût marginal social, le bénéfice marginal social de ce que je suis en train de transiger,
Si c'est pas moi qui le porte, si c'est juste réparti sur un ensemble d'individus, ben moi je le prendrais pas en compte. Au bout du compte, la litre d'essence, elle coûte combien si on voulait régler les problèmes qu'elle causait? Ce serait ça. Ben, c'est-à-dire que pour la société, c'est quoi le coût pour moi d'utiliser un litre d'essence? Ouais. C'est beaucoup plus élevé que le prix que je paye à la pompe. Exact. Et donc, dans ce contexte-là, la taxe carbone peut jouer le rôle d'inclure ces externalités-là. Oui, dans justement, mais là, la question, c'est d'avoir des experts crédibles pour nous dire c'est combien que ça coûte à la société une tonne de CO2. Puis ça, selon certaines études, ça peut aller jusqu'à 167 $. Non, mais tu peux pas, de toute CO2. façon, tu peux pas vraiment quantifier ça, tu sais. Combien ça coûte une tonne à la société? On parle de quelle société, puis on arrête de compter jusqu'à quand? Est-ce que les êtres humains qui vont naître en 2100, il importe moins que ceux qui vivent présentement? Mais pourquoi on arrêterait aussi en 2100? T'sais? Pourquoi on comptabilise pas non plus ceux qui vont être là dans 1000 ans? Ben, parce que, mettons... Tu soulèves de très bons enjeux, puis ça, c'est des enjeux, je veux dire, c'est des enjeux de méthodologie, c'est des enjeux conceptuels auxquels il y a une foule d'économistes qui s'intéressent à ça. Ouais. Il y a une littérature abondante sur le sujet. Tu parles d'escompter finalement la valeur pour les sociétés futures d'avoir un environnement sain. C'est effectivement un problème de méthodologie. Mais dans tout ce débat-là, ça change rien quant au fait que le concept des externalités existe. Il y a, je pense manifestement, pour n'importe qui a une tête sur les épaules, doit reconnaître qu'il est de bonne foi. N'importe quel économiste doit reconnaître, s'il est de bonne foi, qu'il y a des externalités environnementales. Non, il y en a, ça c'est bien certain. Là. Mais tu as dit 2 fois que c'est un outil qui est efficace, puis c'est là-dessus que je suis vraiment pas sûr. Efficace au sens économique. Oui, non, mais attends, il y a un économiste qui s'appelle William Nordhaus, lui, qui a proposé d'implanter dès maintenant une taxe carbone entre 30 et 50 $ la tonne, donc pas à partir de 25 000 tonnes, comme ça on pouvait se permettre de polluer de même. D'accord avec toi. C'est n'importe quoi. Ouais. Pour éventuellement passer à 85 $ d'ici 2050. Bon, pour ce qui est de sa première tranche, là, d'entre 30 et 50 $, les effets à pompe qui se feraient ressentir, ça serait une augmentation de 7 sous. Ce qui est absolument rien, là. Ça changerait aucune pratique sociale whatsoever. Mais le prix à la pompe, c'est pas une bonne métrique. Le prix à la pompe, c'est pas une bonne métrique. OK, peut-être, mais ça viendrait pas changer non plus les pratiques des industries, parce que ça mènerait éventuellement à une concentration de ppm dans l'atmosphère de 700 au cours du prochain siècle, ce qui a fait dire à un journaliste du National Geographic que... en fait, 700, là, pour clarifier, ça serait une augmentation minimum là, de 6 degrés par rapport à aujourd'hui. Et ça équivaudrait aussi au 6e siècle de l'enfer de Dante. Tu sais. C'est ça la citation que je l'ai amenée. Je trouvais ça incroyable. Mais non, mais ce que tu mentionnes, c'est que la taxe carbone, elle serait pas efficace au sens où pour qu'elle le soit, il faudrait qu'elle atteigne des niveaux presque démesurés. Ouais. Non, mais attends, même pas sans tu parles de Dante, mais moi, ma question, c'est OK, la taxe carbone, c'est pas une bonne idée. C'est quoi l'alternative? Parce que Dante lui-même, je me rappelle pas dans lequel des trois. On est dans les grandes références. Je vais le paraphraser parce que je me rappelle pas de la citation exacte, mais il a écrit qu'il y a un lieu spécial dans l'enfer qui est réservé pour ceux qui, voyant une tragédie arriver, ne font rien. Donc, c'est quoi que tu proposes comme alternative? Parce que si c'est pas la taxe carbone, comme c'est la quoi? seule alternative qu'on a. Non, mais c'est aussi souvent comme ça qu'on positionne cet enjeu-là. Hein. Soit t'es pour la taxe carbone, donc tu vas sauver la planète, soit que t'es contre, puis t'es le diable, puis tu veux la destruction du monde. Non, mais je te pose la question de bonne foi. C'est pas assez, selon toi. Donc, c'est quoi qu'on devrait utiliser à la place? Faut trouver une manière de changer radicalement. Trouver une manière. Moi, j'en ai une manière de cette taxe carbone. Non, mais ça marche pas. Ça marche pas. Mais mettons que tu ça marche pas parce qu'on la fait pas. On l'a même pas essayé. On l'a même pas essayé. On a juste des demi-taxes carbone. En ce moment, on a une loi qui est sur le bord de passer, mais c'est même pas instauré. Puis le SPED qu'on a au Québec, le système de plafonnement d'échange de droits des émissions, aussi appelé la bourse du carbone, c'est encore une fois une mesure complètement ridicule, c'est-à-dire qu'il fait juste s'attaquer finalement marginalement, là, puis qui donne même pas un prix de 20 $ la tonne d'équivalent CO2. Donc, la taxe carbone, on l'a pas essayé. La vraie taxe carbone qui réellement internalise le coût complet. Non, mais c'est quoi le coût complet? Comment tu le calcules, le coût complet? Comme je te dis, les études s'entendent pas là-dessus, mais ça pourrait aller jusqu'à 167 $ la tonne de CO2. Puis là, en ce moment, ce que le fédéral veut faire, c'est 20 $ l'année prochaine, puis possiblement 50 $. En se basant... puis c'est ça, justement, ce sur quoi il se base pour le 50 $, là, c'est sur des espèces un comparatif avec les États-Unis pour s'assurer que la compétitivité entre les deux pays va demeurer d'une certaine façon, puis que les entreprises vont pas trop, finalement, avoir la vie dure du fait que les États-Unis suivent pas. Mais ça, c'est un élément à noter quand même aussi. Ça, je veux dire, au sens où
c'est comme s'il y a un espèce de milieu entre le fait que pour qu'une taxe carbone, si je comprends bien ce que vous me dites, ait un impact valable, il faudrait que ça atteigne des seuils assez importants, mais dans ce point de vue-là, au niveau de l'économie québécoise, de l'économie canadienne, ça aurait des impacts aussi. Non, mais il faudrait aussi que tu aies une harmonisation là, du marché carbone au niveau mondial. T'sais. Oui. Parce que si c'est juste certaines régions qui l'appliquent, ça va faire chuter les cours de pétrole à la bourse, puis ça va juste augmenter la consommation de pétrole ailleurs dans le monde, puis on règle absolument pas le problème. Mais je comprends pas, t'es-tu pour ou contre la bourse du carbone? Non, mais si t'es pour la bourse du carbone, t'es pour la taxe sur le carbone, c'est la même chose. Non, mais il va pas avoir d'harmonisation au niveau mondial. Là. Ben, il pourrait. Ben non, on va arrêter de se leurrer, là. Je veux dire, on vit dans quel monde, là, ici? L'accord de Paris, on vit dans le monde de l'accord de Paris. Il n'y a rien de restrictif dans l'accord de Paris. Je suis d'accord, mais ça, on sait c'est pourquoi. C'est parce que Barack Obama avait pas le contrôle de ces deux chambres, il pouvait pas avoir un accord contraignant, puis ça, je veux dire, je veux pas te défendre l'accord de Paris là-dessus. Les gouvernements mondiaux, les gouvernements à l'échelle de la planète en 2015... ont donné en subvention aux compagnies pétrolières 5300 milliards de dollars américains. Ouais. Mais je ne veux pas défendre ça. C'est pas inclus dans le package de la taxe carbone. Non, mais on est dans cette situation-là. Là. Nos parlements, nos partis politiques, les institutions de l'État libéral bourgeois défendent la destruction au quotidien du monde. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais la question, c'est... Mais au niveau de la taxe carbone... Ceci étant dit... Tu dis que la taxe carbone ou l'harmonisation de la bourse du carbone ne va pas arriver, c'est pas réaliste. D'attendre la révolution prolétarienne, le grand soir pour faut faire pas de quoi l'attendre, faut la faire. Ben, OK, mais avec qui? You and Who's Army, avec toi? On est dans la même gang. Le métabolisme social ne fonctionne pas. Les règles de la société capitaliste sont en crise. On est en fin de cycle. Même moi, je suis d'accord individuellement pour la faire. Il y a des limites structurelles et naturelles à l'accumulation du capital. Non, mais il faut sortir de Montréal. Peut-être qu'à Montréal, c'est populaire de dire qu'on va faire la révolution demain matin. Non, mais c'est vrai, les gars, moi, je vous ramènerais l'idée du réalisme, en fait, puis c'est peut-être directement vers toi, Gabriel, je te poserai la question. C'est que c'est vrai qu'il y a quand même une réalité qui fait en sorte qu'en ce moment, les États-Unis ne feront pas de taxe carbone. Est-ce que c'est réellement une bonne chose de se lancer vers une taxe carbone aussi minime si on sait qu'en ce moment, c'est pas la solution face à une compétitivité internationale qui est très forte? Ça dépend c'est quoi ton critère. Le critère de compétitivité internationale, moi, personnellement, il ne m'atteint pas. C'est-à-dire que là, en ce moment, on est dans un dilemme du prisonnier. C'est-à-dire qu'on est dans un jeu là, où la stratégie dominante, c'est de ne rien faire. Parce que si toi, tout seul, tu décides de dévier de cet équilibre-là puis de faire quelque chose, c'est toi qui vas supporter tous les coûts, puis les bénéfices vont être, à la limite, partagés par tout le monde. Et ça, c'est un problème. Par toi. Sauf par celui ou celle qui... Tu vas en faire partie, mais ton bénéfice va être noyé dans le bénéfice de tout le monde. Oui, je comprends. Bon. Mais là, cette façon de penser-là, elle ne s'applique que si et seulement si tu considères que la croissance économique, c'est encore une nécessité en 2018. Que si et seulement si tu considères que la compétitivité internationale, je veux dire, c'est la règle là, du libre marché qui doit encore s'imposer. En 2018, là, c'est pas compliqué. La taille de l'économie mondiale est trop grosse par rapport à ce que la Terre est capable de soutenir. Et il faut revenir en deçà des limites de durabilité de la Terre. Puis ça, je veux dire, ça se fera pas en criant ciseaux. Il va falloir qu'on accepte de vivre avec moins. Puis quand je dis vivre avec moins, pour le Québec, là, ça représente environ un retour au niveau de confort matériel que nos parents avaient dans les années 70. C'est pas la fin du monde, c'est pas le tiers-monde, c'est pas... Et donc, dans ce que tu dis, la taxe carbone serait, d'une certaine manière, une avenue... C'est un outil. Non suffisante pour se rendre, à terme, à une décroissance soutenable. Exactement. Ben, c'est un outil. Oui. C'est un outil qui est efficace. C'est son seul avantage, c'est d'être efficace. Mais à lui-même, à lui seul, cet outil-là, il n'est pas nécessaire. Il n'est pas suffisant. C'est-à-dire que dans un système capitaliste qui vise la croissance économique, le problème ne se réglera pas parce que le problème, c'est de viser la croissance économique. Mais à partir du moment où on sort de ce schème-là, on sort du schème où on est en compétition avec les États-Unis sur qui va le plus avoir une fiscalité intéressante pour les entreprises, parce que ça, c'est une compétition vers zéro. Mais on est d'accord, mais je prétends en fait qu'il y a beaucoup de personnes, même au sein du gouvernement fédéral, qui ont ces réflexions-là, qui doivent partager ce que vous dites ce soir. Reste quand même que des tas d'entreprises... Non, mais c'est vrai, je pense qu'il y a malgré tout des tas d'entreprises qui sont concernées, qui ont un pouvoir assez important au Canada et qui, elles, voudraient pas être touchées par ça. Et on les comprend, là, je parle même ça peut être des gens qu'on connaît nous-mêmes qui sont touchés par des entreprises dans certains secteurs. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est un critère qu'il faut considérer, le fait que ces gens-là vont être touchés. Et si on en arrive à ce que l'économie canadienne chute, parce qu'on prend des mesures comme ça, est-ce qu'au bout du compte, on a vraiment réglé le problème? Je vous lance sur cette piste-là. Non, mais je suis quand même d'accord avec toi. Il faut vraiment qu'on trouve une manière de
de faire décroître l'économie. Alors pourquoi Ouais. s'empêcher d'utiliser la taxe carbone pour ce faire? Non, parce que c'est pas incompatible. Là. Regarde, l'ancien économiste de la Banque mondiale, Nicholas Stern, qui a publié un autre rapport il y a 2-3 mois où il disait que si tu luttes contre les changements climatiques, tu crées là, des centaines de milliards en retombées économiques, ce qui est pour moi absolument incohérent. En tout cas, lui, personnellement, il propose l'imposition d'une taxe à 300 $ la tonne. Fait que c'est 2 fois plus que ce que tu proposes toi aussi, pour éventuellement arriver à 1 000 $ d'ici 2100. Mais le problème, c'est que M. Stern est également préoccupé par la croissance économique. Donc, il place la croissance par-dessus la question environnementale, ce qui fait en sorte, d'après son propre rapport, là, que le taux de concentration carbone d'ici 2100 atteindrait 480, ce qui est encore beaucoup trop. C'est pas Dante, mais c'est trop. On va faire un donc- podcast sur la littérature bientôt. Vous Ouais. regarderez ça. Non, mais- On a hâte de vous Ouais. présenter ça. Non, mais c'est ça, tu sais, les deux sont pas incompatibles. Fait que là, le problème auquel on est confronté C'est-à-dire, ce que tu présentement... dis, c'est que même si la taxe carbone atteignait un niveau vraiment important, Ouais. ce serait pas suffisant, voire inutile pour lutter adéquatement contre les réchauffements climatiques. Non, c'est ça. C'est un peu ce que Nicolas Hulot disait dans son discours de démission. Ben, il a pas dit qu'il était contre la taxe carbone. Non, c'est pas ça que je veux dire. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Nicolas Hulot a dit qu'au gouvernement, il n'y avait pas une oreille qui l'écoutait. Il essayait de défendre un projet de société qui trouvait aucun écho dans le gouvernement de Macron. Mais on peut lire cette citation-là de plein de manières, mais moi, de la manière que je le vois, c'est, dans le fond, ce qui déplore, c'est que la logique même des organes de l'État français s'active là, pour l'accumulation du capital, pour la croissance économique, pour l'exploitation du pétrole, les usines nucléaires et whatsoever. Puis il est là le problème, là, tu sais. C'est que la manière que l'État est structuré présentement, tu peux pas te sortir de cet impératif-là de croissance économique par la bonne entente. Non, tu peux en faisant un rapport de force, en ayant cherché une volonté populaire. Ouais. Puis c'est là que je reviens à ta question. Ta question, c'est qu'est-ce qu'on fait si ça dérange les grosses entreprises qui veulent pas... C'est pas les entreprises qui votent. C'est les citoyennes et les citoyens. Puis là, le problème qu'on a, c'est que les entreprises, finalement, ont tellement de moyens pour faire valoir leurs intérêts à travers des médias, à travers des partis politiques qui représentent leurs intérêts, etc., que c'est même difficile pour quelqu'un sur la place publique d'élever la voix puis de ne serait-ce que de prononcer les mots décroissance ou genre, tu sais, un vrai développement. C'est parce que c'est ça le problème, c'est que tout le monde parle de développement durable, mais ça finit par plus vouloir rien dire parce que même les compagnies pétrolières disent qu'elles font du développement durable. Donc il faut recréer un vrai mouvement écologiste qui soit capable d'accéder au pouvoir. Je pense que c'est ça le vrai défi. Donc- Et je pense que pour faire ça, la taxe carbone, c'est le meilleur moyen parce que même les économistes les plus néoclassiques, à la seconde qui sont de bonne foi, et ça c'est une hypothèse forte, Ouais, quand même. doivent reconnaître que, je veux dire, il faut faire quelque chose pour internaliser les externalités environnementales parce que le libre marché à lui seul n'y arrive pas. Et la taxe carbone, c'est vraiment, ou la bourse du carbone, là, c'est vraiment, c'est la même chose. Tant et aussi longtemps qu'ils sont modulés au bon niveau, sont le meilleur moyen d'y arriver parce que le marché, là, moi, c'est le seul argument, je pense, philosophique que j'entends de la part des opposants à la taxe carbone qui vient me chercher un peu, c'est quand on me dit, ben, le taxe carbone, c'est un instrument de marché, donc qui s'inscrit dans la logique de marché, qui s'inscrit dans la logique néoclassique, alors que le problème, c'est la logique de marché, c'est la logique néoclassique, c'est cette économie de marché-là. Et je pense, moi, ça vient quand même chercher, cet argument-là. Je pense qu'effectivement, il faut sortir du capitalisme. C'est pas loin de ce que tu disais, Ouais. en fait. Ouais. Mais très toi, compatible, malgré là. tout, malgré le fait que la base de cette économie-là peut en venir structurellement à aggraver le réchauffement climatique, qu'on passe par une taxe carbone pourrait être bénéfique, voire efficace. C'est que moi, je pense qu'il ne faut pas ultimement. jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense qu'effectivement, l'économie dans laquelle on est en ce moment est un problème dans sa structure même. Ouais. Mais le marché, comme outil d'allocation de ressources et outil de signalement, finalement, pour donner un signal aux acteurs économiques sur quoi acheter, quoi ne pas acheter, je pense que c'est le meilleur outil dont on ne peut pas disposer parce que c'est un outil essentiellement décentralisé. C'est l'outil là, de, finalement, un achat, un vote, là, c'est-à-dire... Exact. Si le prix de l'essence augmente, que ça change les comportements,
au final, il y a quelque chose de Et bénéfique moi, dans ça. j'ai bien beau être anticapitaliste autant que je peux, je veux dire, je dois reconnaître par mes seules observations empiriques de la vie de tous les jours que les gens répondent à des incitatifs de prix. Les gens le font, ça se produit. Quand c'est plus cher, les gens en achètent moins. Puis ça, je pense que c'est vraiment une arme qui est une arme à double tranchant. C'est-à-dire que si je veux encourager la destruction environnementale, je peux aussi le faire en subventionnant les industries fossiles. Mais si on prend cette arme-là, puis on la met dans notre poche, puis on tire sur les bons objectifs, c'est un outil dont on ne peut pas se passer. Je vous relance. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, mais il y a Yann? quand même une certaine réalité là-dedans. Là. C'est vrai que le prix va avoir une influence directe sur l'état de l'économie. L'affaire, c'est que c'est ça. Contrairement à toi, je suis vraiment loin d'être sûr que c'est une mesure efficace. Je vois pas comment que tu peux d'un côté implanter une bourse carbone, puis de l'autre côté être prêt à acheter un pipeline qui va renforcer la dépendance de l'État canadien à l'économie pétrolière, tu sais. Ben, on s'entend pour dire qu'il n'y aura pas de Québec vert dans un pétro-État, là. Ça, déjà, Ouais, à la base, clair. je veux dire, le centre de gravité économique du Canada, c'est l'Alberta puis les industries fossiles. Ouais. Donc, c'est clair pour moi qu'il n'y aura pas de Québec qui réduit son empreinte environnementale tant et aussi longtemps qu'on ne se sera pas libéré de ce carcan-là, qui est la principale raison pour laquelle on ne l'est pas déjà. Plus, je veux dire, même avec toutes les chaînes que le Canada nous met, même avec les millions de dollars qui sortent du Québec pour aller subventionner ces industries-là en Alberta, on est capable d'être un des leaders mondiaux dans la lutte au changement climatique. Je veux dire, j'ose même pas imaginer ce que ce serait si on n'avait pas un bras attaché dans le dos puis une jambe estropiée à cause de ce carcan-là. Fait que ça, c'est sûr que l'indépendance du Québec, c'est une condition nécessaire, mais aucunement suffisante à ce qu'on fasse quoi que ce soit au Québec qui puisse changer la donne pour ce qui est du Québec. Puis après ça, ben moi, mon argument, c'est de dire qu'il faut prendre ces leviers-là, il faut prendre ces moyens-là, puis il faut que le Québec devienne un modèle. Il faut qu'on soit assis à la table de négociation des traités internationaux sur le climat. En ce moment, c'est le Québec, c'est le Canada qui parle pour nous, qui nous représente absolument pas. Je veux dire, c'est manifeste dans toutes les négociations qui ont eu lieu autour des traités de libre-échange avec l'Union européenne. C'est manifeste avec la négociation en ce moment, l'ANELENA. Donc ça, c'est sûr qu'on va s'entendre, moi, pour dire que c'est incohérent complètement ce que le fédéral fait en ce moment, c'est pas moi qui va le défendre. Non, on s'entend, c'est ça. Oui, ben, juste pour recentrer peut-être la question autour de la taxe carbone, ou de la taxe carbone pour s'en éloigner, mais on a abordé quelques éléments, quelques projets parallèles par rapport à la taxe carbone, mais selon vous, ce serait quoi donc les avenues profondément efficaces dans ce que tu mentionnais? La taxe carbone pouvait être un outil parmi plusieurs, mais si vous aviez à donner votre avis là, personnel sur ce qui serait profondément efficace pour lutter au changement climatique, ce serait quoi? Je pense qu'il faut investir massivement dans le développement du transport en commun. Il faut qu'éventuellement, puis ça à très court terme, prendre son automobile, ça soit limite impossible. Mais ça, dans ce contexte-là, une taxe carbone qui hausserait le prix de l'essence pourrait contribuer à favoriser. Non, mais faut ça. qu'elle hausse en maudit là, ton prix de l'essence. Mais Ta taxe. non, mais encore là, c'est là que je suis pas d'accord, tu sais, parce que si la taxe venait là, à vraiment faire mal à l'économie des compagnies pétrolières en Alberta, le gouvernement fédéral viendrait les aider, là, tu sais. Je veux dire, si... Faut l'abolir, ce gouvernement-là. Non, ben ok, je suis d'accord avec toi, mais après ça, c'est parce qu'il reste le gouvernement albertain, tu sais, puis on n'est pas sorti du bois, là. C'est parce que c'est la logique Je même peux de rien l'État faire, moi, pour moderne. l'Alberta, je suis pas albertain. Donc vos solutions sont l'indépendance du Non, Québec mais- et le Grand Soir. Non, C'est ce qu'on non, comprend. Non, mais trouver, outre l'indépendance du Québec, non, mais- si on sort du contexte québécois, moi je pense que le vrai débat, le vrai enjeu, c'est l'acceptabilité sociale. C'est de réussir à avoir une pluralité, voire une majorité de gens qui vont voter pour une mesure qui aura à terme l'effet de diminuer la taille de l'économie. Puis ça, pour moi, ça se fera pas en attendant dans le délai qu'on a, c'est-à-dire justement le point de non-retour en 2020. La seule façon de le faire, c'est pas d'attendre que les gens soient assez sensibilisés pour vouloir avec nous chanter Kumbaya avec des licornes ou faire la révolution. Il va falloir passer par le portefeuille des gens. C'est le seul organe décisionnel qui fonctionne chez les gens, c'est le portefeuille. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on peut proposer des mesures qui vont être désirables par les gens, puis qui en plus auront l'effet de diminuer l'impact environnemental du Québec, comme par exemple la redistribution de la richesse, là, par exemple par un minimum garanti substantiel,
à mon avis, ça aurait pour effet, à terme, là, d'effectivement provoquer une décroissance soutenable progressive, voulue, délibérée, planifiée, pas une crise économique. Donc, à ton avis, il y aurait là l'idée peut-être plus centrale là, pour... oui, parce que en fait, pour moi, le l'idée revenu centrale, c'est le contre le changement travail. climatique. En ce moment, on est à une ère où on n'est pas capable d'envisager notre vie de citoyen comme étant autre qu'une vie de travailleur. Alors que dans les années 50, on nous parlait de la société des loisirs, puis qu'on allait enfin pouvoir... C'est vraiment, pour moi, absolument absurde qu'au moment même où on serait capable, effectivement, de se libérer du travail et d'entrer dans une société du loisir, se soit rendu une espèce nos esprits soient colonisés à ce point par l'économie de marché qu'on n'est pas capable d'envisager notre vie sans travailler. Donc, la mesure que tu as nommée, c'est le revenu minimal garanti. Peux-tu l'expliquer rapidement, peut-être? Dans le fond, là, je te fais un exemple bien simple. Là. On redistribue la richesse au Québec, on donne 20 000 $ à tout le monde par année. On finance ça de plusieurs façons, entre autres en enlevant les programmes sociaux qui seraient effectivement remplacés par ça. T'sais, le bien-être social, t'as pas besoin d'avoir ça si tu donnes 20 000 $ à tout le monde. Les fonds de retraite, t'as pas besoin de t'en charger si les aînés ont 20 000 $ par année aussi. Donc, tu sais, ça se finance comme ça. Et bien sûr, par une redistribution fiscale. Et ça a pour effet que si tu as 20 000 $ par année déjà, là, ton incitatif à entrer sur le marché du travail ou à continuer de travailler autant que ce que tu faisais auparavant, il est diminué. Et donc, à terme, tu risques d'avoir une diminution des heures travaillées. Les gens vont réduire leurs heures de travail par semaine ou les gens vont tout simplement ne pas travailler. Et ce qui est drôle, c'est que ces gens-là vont faire la part de tout le monde pour réduire l'empreinte écologique parce que si tu diminues ton revenu, tu consommes moins. Puis si tu consommes moins, tu as moins d'empreinte écologique. Il faut aussi consommer autrement, là, tu sais. Ça, c'est une question que j'ai quand même pas mal étudiée cet été, puis je trouvais fort intéressante. Puis je l'avais comme vraiment, je l'avais jamais vu de cette manière-là, mais il faut trouver une manière de transformer l'urbanisme ou même de lutter contre l'urbanisation, puis essayer de réduire la différence que ça peut avoir entre la ville et la campagne. Parce que quand tu as une concentration massive de personnes là, dans une ville comme Montréal, ça demande énormément d'énergie, puis ça encourage les gens à acheter mettons, de la nourriture qui n'a pas été faite localement, tu sais. Fait qu'il faut trouver une manière là, de rétablir un peu tout le cycle de consommation normal là, auquel on peut pas vraiment se dispenser. Puis je pense que ça peut être vraiment une avenue intéressante. Là, puis, donc, de diminuer la densification de la ville de Montréal, ben, des grandes villes. Des grandes villes en général. Essayer de trouver une espèce de mesure dans les populations. C'est ça. Mais je veux dire, les populations urbaines sont quand même les populations qui... Je veux dire, quand on densifie, ce qu'on fait effectivement, c'est qu'on réduit l'empreinte écologique par tête de pipe de ces gens-là. En quoi? Comment? Ben, je veux dire, qui dit concentration d'une population au même endroit, dit économie d'échelle, dit accessibilité à des services, que si tu habites dans un champ, tu es obligé d'avoir une voiture pour te déplacer. Je veux dire, l'urbanisation des populations... Les gens ont vécu dans des champs pendant des milliers d'années sans avoir de voiture. Oui, d'accord, mais là, la voiture existe. Puis elle est assez abordable pour que les gens dans les campagnes puissent en avoir une, l'acheter, la conduire et polluer ce faisant. Puis c'est pas de leur faute, là. C'est de la faute au système qui a été construit autour de ça. Puis, je veux dire, à qui la faute pour le capitalisme? Je n'en sais rien. Mais c'est pas une question d'à qui la faute, c'est une question de c'est quoi la solution. Puis je pense que tous les arguments que tu m'as apportés contre la taxe carbone, moi, je peux te les retourner pour ce qui est de l'urbanisation. Je veux dire, les petites mesures d'urbanisation, c'est le fun, c'est nécessaire, on en a besoin, il faut les mais faire. c'est pas des petites mesures, là, parce qu'on a vraiment comme franchi un cap, hein, où une majorité de personnes au niveau de la planète vit dans des grands centres, là, tu sais. Ouais. Mais ça, c'est plus aussi un argument qui a trait à la déstabilisation du cycle d'azote, où là, ça devient vraiment fondamental de trouver une manière de produire la nourriture d'une autre façon. Mais même pour ce qui est des pesticides qui sont faits à base de pétrole, ça peut être une avenue qui est super intéressante à ce niveau-là aussi. Et sinon, au niveau d'un projet plus général, oui, effectivement, donc diminuer la densité des villes, mais comme manière efficace de lutter contre les changements climatiques, mis à part la taxe carbone, qu'est-ce que tu mettrais en lumière? Je mettrais en lumière l'importance d'avoir des communautés qui se prennent elles-mêmes en charge politiquement. Fait que peut-être décentraliser, puis laisser plus de liberté politique à une vaste partie de la population pour organiser eux-mêmes la manière qu'ils veulent interagir. Plus localement, donc. Plus localement, puis avec la nature, tu sais. Puis se sortir de la logique que tu s'en vas au Dollarama puis t'achètes des choses qui ont été faites aux Philippines ou au Vietnam, tu sais. Revenir à une production qui est plus normale, tu sais, qui est axée sur le local, puis aussi renverser un rapport du temps.
pas tout le temps être pressé dans la vie, ça pourrait être pas pire, là. Non, mais parce que c'est vraiment fondamental dans la construction des sociétés actuelles. Tu sais, c'est une hyper-rationalisation du temps où les millisecondes sont comptées pour les transactions boursières. Fait que c'est peut-être de revenir à quelque chose de plus simple, tu sais, qui est plus proche des cycles naturels. Ben, je suis obligé d'apporter quelques nuances, c'est-à-dire que c'est une idée intéressante, c'est quelque chose que je souhaite, la décentralisation, ce que certains ont appelé la glocalisation, là, c'est-à-dire une espèce un mouvement contraire à la globalisation qui se ferait à l'échelle de la planète. Ceci étant dit, le problème de finalement décentraliser tous les outils d'organisation politique, c'est que ça nous empêche d'utiliser ces outils-là, qui sont essentiellement des outils qui nous permettent de réaliser la coordination qui est nécessaire. Ouais, mais je parle pas de décentraliser 100% de l'appareil de l'État. Là, mais tu sais, comme l'Union européenne. Tu gardes une capacité. L'Union européenne, c'est on pourrait peut-être décider de décentralisation, qu'est-ce qu'on veut dire? En fait? C'est finalement aller vers de l'autogestion. OK. Donc, on enlève du centre, finalement, les pouvoirs. On enlève des pouvoirs aux gouvernements centraux pour les envoyer le plus près possible des citoyens ou des gens. Puis, tu sais, l'idéal là, serait justement des communes autogérées. C'est comme à un extrême. Puis l'autre extrême, c'est un gouvernement mondial qui a tous les pouvoirs. Dans ce contexte-là, cette décentralisation pourrait être bénéfique dans la lutte au changement climatique? Ouais, surtout au niveau de la production, je pense. Ça dépend. Ça dépend parce que si cette décentralisation-là nous empêche de justement mettre en place les mesures qui demandent une coordination entre les États, entre les groupes, entre les communautés, parce que là, on est jusqu'au boutiste présentement, là, tu sais. Est-ce que c'est pas devenir jusqu'au boutisme, peut-être? C'est d'aller jusqu'au bout. Là, okay, vu que j'ai parlé de décentralisation, bon, on décentre à 100%. Ouais. De parler d'organisation locale de la production. Ouais. Mais c'est parce que les normes environnementales centralisées, c'est contraire à ça. L'organisation locale de la production. Comprends-tu? C'est-à-dire que si tu laisses les communautés s'autogérer dans la production, puis il y a une communauté qui décide d'utiliser un maximum de pesticides pour être la communauté la plus riche dans le bled, non, mais je te dis pas que c'est ce que les gens vont faire naturellement, même si je pense que c'est pas ce que les gens vont faire naturellement, mais ça se peut qu'il y en ait une communauté qui décide de faire ça. Mais si t'as pas d'organisme central qui te permet d'aller dire à cette communauté-là, hey, ça n'a pas de bon sens, puis by the way, ce que tu fais, là, l'utilisation de pesticides, ça a un impact sur toutes les communautés avoisinantes de toi, puis ça, ce coup-là, tu l'as pas pris en compte, puis t'es en train d'avoir des effets sur d'autres personnes. Ça prend un organe central qui est capable de faire la police, oui, environnementale, parce que les êtres humains individuels là, ont avantage, malheureusement, si ce sont des homo economicus, là, puis j'espère que la plupart des gens ne le sont pas, mais il y en a qui le sont. Un homo economicus, c'est... des gens qui pensent strictement en termes d'avantages individuels. Okay. Irrationnel. Irrationnel, voilà, exactement. Donc, si moi, j'ai intérêt à utiliser un maximum de pesticides, parce que je prévois pas utiliser ma terre à long terme, premièrement, puis deuxièmement, je veux juste pouvoir être le plus riche le plus rapidement possible, puis je me fous finalement des externalités de ce que je fais, ben ça, ce comportement-là, il est stratégique, il est optimal, il est rationnel, mais nous, en fait, la job de la société, la job du gouvernement, c'est justement d'empêcher ces comportements-là purement égoïstes pour justement répondre au dilemme du prisonnier, répondre à toute la situation dans laquelle on est, où si tout le monde coopérait, ce serait mieux pour tout le monde, mais parce qu'il n'est pas dans l'avantage de personne d'être le premier à faire le geste, ben, il n'y a personne qui le fait. Une dernière réponse peut-être là-dessus, Johan? Ouais, mais en fait, la situation que tu décris, c'est la situation actuelle, tu sais. Ouais. C'est juste au lieu d'être des petits entrepreneurs, des petits fermiers individuels, c'est des grosses fermes avec des grosses ressources qui polluent au maximum pour assurer le plus de profit possible. Mm-hmm. Moi, ce que je te décrivais, c'est exactement le contraire, tu sais. Il faut briser ce cycle-là, puis il faut revenir à quelque chose d'un peu plus lent. Si tu fais pousser des carottes pour ton marché local, là, t'as pas intérêt à shooter ta terre de pesticides. Je vois pas en quoi. Si c'est le métabolisme de la société en elle-même qui se voit transformer, je crois que c'est... Puis je suis peut-être naïf là-dessus, mais je crois que ces impératifs-là d'entrer en confrontation ouverte avec certains intérêts naturels, ben je crois que ça aurait pu vraiment sa place. Moi, je lancerais peut-être une dernière question rapidement. Vas-y, mon frère. Vous semblez les deux quand même croire en un changement. On utilise le terme révolution, mais du moins, il y a un changement de société quand même assez radical qui va s'imposer, selon vous, pour avoir un changement environnemental. Ouais. Est-ce que vous croyez que les problèmes environnementaux actuels sont ce moteur-là qui ferait agir la population, ou est-ce que ça nécessite finalement autre chose, une intervention externe? Ou... je pense que ça...
la grande transformation de la société peut s'appuyer sur une double aliénation, dans le fond. Parce que présentement, on a des relations sociales de la modernité qui aliènent la population, les travailleurs. C'est peut-être moins vrai au Québec que dans le temps, mais c'est encore une vérité absolue dans beaucoup de pays dans le monde. Mais c'est aussi une aliénation de la nature, tu sais, où on passe notre temps juste à la quantifier, à y mettre un prix, à la sous-peser, et la nature ne trouve sa valeur qu'à travers la transformation que lui donne le travail humain. T'sais. Donc, c'est un double processus d'aliénation. Et dans le fond, ce que je plaiderais, c'est justement à travers un projet politique radical, mais qui se donne énormément d'ambition aussi, qu'on pourrait être en mesure d'établir une société qui développe à la fois un humanisme et à la fois un naturalisme qui s'équivalent. Je pense que ça pourrait être un beau projet de société, et je crois qu'on en aurait besoin dans le monde actuel. Moi, c'est quoi ta question? Donc, ouais, peut-être, est-ce que les problèmes environnementaux actuels sont un moteur assez fort pour stimuler un changement radical de société ou de mentalité, du moins? Clairement, ça, puis la lutte aux inégalités sociales. Je pense que les deux vont d'ailleurs ensemble. Je pense qu'on a un bel exemple sur la scène politique provinciale en ce moment, ce qui est en train de créer un début de mouvement populaire autour de cette question-là. Puis moi, je pense que dans les circonstances, dans le contexte, là, c'est vraiment le mieux auquel on peut s'attendre. Parce que, en fait, c'est ça, l'espèce de pathos là, de la fin du monde imminente provoque deux réactions, je pense, au sein de la gauche par rapport aux mesures qui sont proposées par les politiciens. Soit la première réaction, qui est probablement valable dans plusieurs cas, c'est-à-dire c'est vraiment pas assez, c'est trop peu, trop tard, donc c'est toute de la bullshit, donc on devrait faire vraiment autre chose. Faut faire la révolution. Ouais. Versus, moi, ma position, c'est plus... OK, mais je pense que si on attend de faire la révolution, on va manquer l'échéance, là. Fait que là, il faut faire un arbitrage entre qu'est-ce qui va réellement apporter un changement, puis qu'est-ce qui va être possible de réaliser dans le contexte d'une démocratie libérale, capitaliste en Amérique du Nord. Je pense qu'il faut faire la juste part des choses entre, effectivement, il y a des propositions qui sont trop peu trop tard et qui sont juste de la frime ou du greenwashing, ou des fois qui sont faites de bonne foi, mais je veux dire, dans un contexte où on essaie d'aller chercher trop de votes par rapport à ce qu'on peut aller chercher avec ces propositions-là, versus l'autre extrême, là, que moi je pense qu'il est aussi peu efficace, là, c'est-à-dire de convaincre tout le monde qu'aller voter ça sert à rien, ou que il n'y a pas aucun des partis présents qui se soucie de cet enjeu-là. Voilà. Je crois, ouais. Mais j'ai pas dit ça non plus. Non, je voulais pas caricaturer ce que tu disais, mais c'est quelque chose que j'entends. Ouais, parfait. Ouais. Je vous inviterais peut-être à conclure pour une dernière minute chacun, quand même. Ça a été assez dense déjà, ouais, effectivement. Donc, je suis épuisé. Oui, Gabriel, d'abord, donc une minute là, pour conclure sur ça ici. Donc, en gros, je pense avoir essayé de montrer autant que je pouvais que finalement, la taxe carbone, c'est un outil. C'est un outil qui c'est quelque chose qui. Ça dépend de la hauteur de la taxe. Si elle est correctement calculée, c'est un moyen efficace. Il faut seulement reconnaître que si elle est pour être efficace, son impact nécessaire et absolu, ça va être de faire décroître l'économie. Ceci étant dit, moi je pense que justement le travail, c'est de trouver une façon de faire accepter aux gens qu'il va falloir décroître, mais même, je serais même prêt à dire qu'il faut trouver une façon de les amener à vouloir des mesures qui auront cet effet-là, mais probablement pour d'autres raisons désirables, comme par exemple leur faire désirer une mesure de redistribution de la richesse qui aura finalement pour effet de peut-être les faire travailler un peu moins, puis peut-être qu'il y ait un peu moins de revenus, puis peut-être qu'ils vont justement polluer beaucoup moins. Merci beaucoup, Gabriel. Johan? Ouais. Donc en conclusion, je pense que j'ai dit que même à 300$ la tonne, c'était pas vrai non plus une mesure qui était suffisante et qui allait limiter le niveau de concentration de gaz carbonique à un niveau qui allait empêcher la catastrophe climatique. Mais j'aimerais finir là, sur deux inspirations que j'ai pour la lutte actuelle. La première, c'est le philosophe hongrois István Mészáros qui est mort en 2017, qui, à l'opposé de Francis Fukuyama, deux de tes grands chums. Ouais, deux grands chums. Non, mais il plaidait que présentement, on est confronté à une période profondément historique, puis peut-être à un sens historique qu'on n'a pas connu par le passé. Et que face à cette situation-là, c'est notre devoir, puis c'est également notre fardeau,
de mettre de l'avant un projet politique qui répond à la nécessité historique de notre temps. Je pense que c'est très important de garder ça en tête avant de rationaliser l'irrationalité, comme on le fait trop souvent à travers la croissance infinie. Ma deuxième inspiration, c'est le film Snowpiercer, qui met en vedette Chris Evans, qui est un film d'action incroyable, où on nous apprend la leçon que parfois, l'acte réellement révolutionnaire, c'est pas de changer le conducteur du train ou de jouer un peu avec la mécanique, c'est de pogner le break à bras, le lever, puis empêcher le train de foncer directement dans le mur. Ben, je vous remercie C'est beaucoup, sûr que c'est la messieurs. leçon que j'ai retirée de ce film-là. Bon applaudissement pour nos deux invités, Johan Devesan et Gabriel Laurence-Brooke. Merci, Alors, merci. merci. Au débat. Oui. Alors, c'est ce qui conclut Oui. le podcast de ce soir. Encore une fois, peut-être oui. qu'on en... Bref, ça a été inspirant pour des outils ou non Oui. de lutte au changement climatique. Enfin, Merci, les réflexions sont lancées. Merci au public qui est avec nous ce soir. Merci au Brewpub Brouhaha également qui nous reçoit avec un grand plaisir ici même, un verre à la main. C'est toujours un plaisir de débattre ici même. À la maison, on vous invite à aller liker la page Facebook. Abonnez-vous sur le compte YouTube. On a également un compte Twitter, compte Instagram. Regarde, c'est la folie furieuse avec Conflit de classe. Conflit de classe, ça bouge. Et on se revoit donc la semaine prochaine pour un autre podcast de Conflit de classe. Bonne semaine à vous. Merci à vous.